Dans les années 70, DC Comics était en difficulté. Superman et Batman ne font plus rêver. Et les ventes chutent. En face, Marvel est en pleine ascension. Spider-Man, les X-Men, c'est une nouvelle énergie créative. Tout laisse penser que Marvel pourrait laisser DC s'effondrer. Et pourtant, le rédacteur en chef de Marvel envoie un message à son concurrent. Les gars, vos comics sont mal distribués, mal marketés, vous devez vous ressaisir, sinon vous allez tout perdre. Pourquoi prévenir son rival? Parce qu'il le sait, sans concurrence forte, Marvel perdra aussi. Moins de tension créative, moins d'innovation, moins de lecteurs. Et ouais, parfois, la survie d'un univers dépend de la vitalité de son concurrent. Cette histoire, elle parle pas de gentillesse, elle parle pas de fair play non plus. Elle parle d'un angle mort majeur dans nos organisations. On continue à poser le problème comme s'il fallait choisir entre coopérer ou entrer en compétition. Comme si l'un excluait forcément l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce choix est une illusion et pourquoi tenir ensemble, coopération et compétition est devenu un enjeu central de leadership, de management et d'innovation. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur. Mon rôle, vous aider à lire autrement ce que vos équipes et vos projets produisent réellement. Pendant longtemps, on a glorifié un modèle brutal, la compétition pure, la loi du plus fort, la performance individuelle à tout prix. Puis on a basculé dans l'excès inverse, coopération idéalisée, bienveillance incantatoire, harmonie forcée, bonheur au travail. Enfin, vous voyez le tableau, hein, baby-foot et smoothie, le monde des bisounours quoi. Deux visions opposées, deux caricatures et surtout deux modèles qui ne tiennent pas le réel. Parce que dans vos équipes, vous coopérez tout en vous comparant. Vous êtes alliés tout en restant rivaux. Cette tension a un nom. On appelle ça la coopétition. Et personne ne vous a appris à tenir cette tension. Et d'ailleurs, beaucoup de cultures d'entreprise produisent de la rivalité tout en affichant en apparence un discours collaboratif. Baby-foot et smoothie. Si vous voulez apprendre à lire les tensions avant d'essayer de les résoudre, à comprendre ce que vos systèmes produisent vraiment, abonnez-vous. Ici, on ne supprime pas la complexité, on apprend à la tenir. Entrons dans le vif du sujet. Aucune équipe, aucune organisation n'agit jamais seule. Prenez l'exemple d'une réunion. La première personne qui parle modifie déjà la position de tous les autres. Alors, certains s'alignent, d'autres se taisent, d'autres cherchent à se distinguer. Tout le monde coopère au même échange et dans le même temps, chacun ajuste sa place par rapport à celle des autres. C'est pas un problème de personnalité et c'est pas un problème d'ego, c'est structurel. Les sociologues parlent d'interdépendance. Et Norbert Elias montrait déjà que coopération et rivalité ne sont pas deux dynamiques opposées. Elles se nouent dans les mêmes relations, au même moment et entre les mêmes acteurs. Le problème, c'est donc pas la tension. Le problème, c'est de faire comme si elle n'existait pas. Quand on apprend à regarder les choses comme ça, il y a une autre idée qui devient lisible. La vraie question n'est plus comment gagner contre les autres, mais qu'est-ce qu'on peut rendre possible ensemble avant, au besoin, de redevenir concurrents. Dans beaucoup d'organisations, la compétition arrive beaucoup trop tôt. On se bat pour des parts avant même d'avoir créé quelque chose de suffisamment grand pour nourrir tout le monde. C'est ce que formalisent dans les années 90 Brodenberger et Nalbuff. Ils montrent que des acteurs peuvent être à la fois partenaires et concurrents, selon sur quoi ils coopèrent et ce sur quoi ils acceptent la rivalité. On le voit très concrètement dans certaines entreprises industrielles. Vous avez des entreprises concurrentes qui peuvent s'allier temporairement pour développer une technologie, un standard ou un marché commun avant de redevenir des concurrents sur leur offre. C'est le cas par exemple des géants coréens et japonais Samsung et Sony au début des années 2000. Sony maîtrisait la technologie LCD, vous vous souvenez peut-être de ces fameux écrans, mais elle ne savait pas forcément produire à grande échelle. Et puis de l'autre côté, on avait Samsung avec la puissance industrielle, mais pas la crédibilité technologique mondiale. Alors ils ont créé en secret une co-entreprise. Quand vous achetiez un téléviseur Sony, l'écran était fabriqué par son plus grand rival, Samsung. Et puis ensuite, quand vous alliez dans un magasin pour acheter votre télé, vous aviez le choix entre deux marques concurrentes avec la même technologie partagée. La coopétition ici, c'est pas un compromis mou, c'est un choix stratégique. Agrandir le gâteau avant de se battre pour les parts.
Et puis, il y a un troisième point essentiel. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous le savez, le conflit, c'est pas un accident du collectif, c'est pas un échec du management, c'est une donnée normale des relations humaines. Alors la vraie question, c'est pas comment supprimer le conflit, mais quel cadre permettre de le rendre productif. Et puis quand la tension est niée, elle explose, quand elle est trop lissée, elle étouffe toute prise de risque. Et la coopétition, c'est pas éviter le conflit, c'est accepter qu'il existe sans le laisser devenir destructeur. Si cette question vous intéresse, j'ai déjà consacré une vidéo complète aux 3 types de conflits en équipe et surtout à celui que vous devez faciliter. Vous retrouverez tout ça en description. Alors à ce stade, une chose devient visible. Beaucoup de situations que vous vivez au travail ne rentrent pas vraiment dans les catégories habituelles. Ce n'est pas vraiment de la coopération qui fonctionne mal, c'est pas non plus de la compétition assumée. C'est autre chose. Une sorte de régime dans lequel les acteurs ont besoin les uns des autres, sans pour autant poursuivre les mêmes intérêts. Un régime où on avance ensemble sur certains sujets, tout en restant en tension sur d'autres. Ouais, ça, c'est la vraie vie. Et tant que ce régime n'est pas nommé, on force les situations dans de mauvaises lectures. Par exemple, on cherche plus de coopération là où il faudrait tout simplement reconnaître une rivalité partielle. Ou on durcit inutilement là où une interdépendance existe déjà. Nommer la coopétition, c'est pas ajouter une complexité. C'est simplement cesser de réduire le réel à 2 simples options. Et pour vous repérer, il suffit de vous poser 2 questions. Est-ce que je suis en train de forcer la coopération là où les intérêts divergent de fait? Ou est-ce que je suis en train de durcir la relation là où l'interdépendance existe déjà? Finalement, la coopétition, c'est peut-être l'une des leçons sociales les plus importantes de notre époque. Dans un monde de camps, de postures figées, de précarés qu'on défend coûte que coûte, elle vous propose autre chose. Tenir l'attention sans diaboliser l'autre. C'est ni mou ni naïf, c'est exigeant, c'est profondément adulte. Alors la question maintenant pour vous, c'est pas de savoir ce que vous devriez faire, compétition, coopération ou coopétition, mais plutôt d'identifier dans quel régime vous êtes, souvent sans l'avoir choisi. Si cette grille de lecture vous a aidé à prendre du recul, de la hauteur, n'hésitez pas à vous abonner pour le prochain décryptage. Et en attendant, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!